Ce ne sont pas les capacités qui décident du destin d'un homme, mais la force avec laquelle il refuse d'abandonner. Beaucoup échouent non par manque de talent, mais parce qu'ils renoncent intérieurement avant même d'agir. La victoire commence toujours avant l'action visible. Dans La volonté de gagner, Orison Swett Marden, pionnier de la psychologie du succès et de la force morale, révèle cette loi fondamentale qui gouverne toute réussite durable. Voici le résumé de ce livre puissant, présenté sur la chaîne Puissants livres oubliés, où l'on explore les forces invisibles qui forgent les vainqueurs. Introduction. Orison Swett Marden occupe une place singulière dans l'histoire de la pensée moderne sur le succès et le caractère. Né au XIXe siècle marqué par une enfance difficile, orphelin très jeune et confronté à la précarité, il n'a pas construit sa vision depuis le confort, mais depuis l'épreuve. C'est précisément ce qui donne à ses idées une solidité rare. Marden ne parle pas de réussite comme d'un privilège réservé aux favorisés, mais comme d'un processus intérieur accessible à tout individu prêt à se discipliner. Ses écrits ont traversé le temps parce qu'ils touchent à une constante humaine, la capacité de se tenir debout face à l'adversité. Au cœur de sa pensée se trouve une conviction simple mais exigeante. La volonté est l'énergie directrice de la vie humaine. Elle n'est pas un simple souhait, ni une émotion passagère, mais une force organisatrice qui oriente les pensées, les choix et les actes. Là où les circonstances semblent décider pour beaucoup, Marden affirme que c'est l'attitude intérieure qui trace la trajectoire réelle d'une existence. La volonté agit comme un gouvernail invisible. Elle ne supprime pas les tempêtes, mais elle détermine la direction prise au milieu d'elles. Marden établit une distinction essentielle entre le désir passif et la volonté active. Le désir se contente d'espérer, de rêver, parfois de se plaindre. Il veut le résultat sans accepter la transformation qu'il exige. La volonté, au contraire, implique un engagement intérieur. Elle accepte l'effort, la répétition, l'inconfort et le temps. Là où le désir s'épuise face aux obstacles, la volonté se renforce. Cette différence explique pourquoi tant de personnes veulent réussir sans jamais y parvenir. Elles désirent intensément, mais elles ne décident jamais pleinement. Un des constats les plus lucides de Marden concerne l'éducation. Il observe que l'on enseigne des savoirs, des techniques, parfois même des valeurs, mais que l'on néglige presque totalement la formation de la volonté. On apprend à l'enfant à mémoriser, à obéir ou à performer, mais rarement à persévérer, à se maîtriser, à tenir une direction intérieure malgré la fatigue ou le doute. Cette lacune crée des adultes instruits mais fragiles, compétents mais instables, talentueux mais incapables de soutenir un effort prolongé. Pour Marden, la volonté est comparable à un muscle mental et moral. Elle s'affaiblit lorsqu'on ne l'utilise pas et se renforce par l'exercice conscient. Chaque décision tenue, chaque renoncement à la facilité, chaque acte accompli malgré la résistance intérieure contribue à l'épaissir. Cette vision replace la responsabilité au centre de la vie humaine. Personne ne naît avec une volonté achevée, mais chacun peut la développer. Cette introduction a pour objectif de préparer l'esprit à une lecture exigeante et responsabilisante. La volonté de gagner n'est pas un texte de consolation ni de promesses rapides. C'est une invitation à se regarder sans détour et à reconnaître que la force décisive de toute victoire durable se construit de l'intérieur, jour après jour. Leçon 1. La volonté précède le succès. La plupart des récits de réussite commencent par le résultat final. Une victoire visible, une reconnaissance publique, une stabilité matérielle ou une forme d'accomplissement admiré par les autres. Orison Swett Marden renverse cette logique apparente. Pour lui, le succès n'est jamais un point de départ, mais toujours une conséquence.
Il ne surgit pas soudainement comme un événement extérieur favorable. Il se forme lentement à partir d'un état intérieur précis. Avant qu'une réussite ne soit observable dans le monde, elle a déjà été décidée, acceptée et entretenue dans l'esprit de celui qui la porte. Cette antériorité intérieure est le cœur de la pensée de Marden. Rien de solide ne se construit sans une volonté préalable, consciente et ferme. L'erreur la plus répandue consiste à croire que le succès commence lorsque les conditions sont réunies. Beaucoup attendent d'avoir plus de confiance, plus de moyens, plus de clarté ou plus de motivation avant de s'engager pleinement. Cette attente est précisément ce qui empêche toute avancée réelle. Marden observe que ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui se sentent prêts, mais ceux qui décident d'agir malgré l'inconfort intérieur. La volonté n'est pas une émotion agréable qui surgit spontanément, elle est un acte de positionnement. Elle consiste à dire intérieurement « Je choisis cette direction », même lorsque tout en soi hésite encore. Attendre la motivation est une erreur profonde, car la motivation est instable par nature. Elle dépend de l'humeur, de l'énergie du moment, des encouragements extérieurs ou des résultats immédiats. Fonder une trajectoire de vie sur quelque chose d'aussi fluctuant revient à bâtir sur du sable. Marden insiste sur ce point avec une lucidité presque sévère. Ceux qui attendent de se sentir motivés avant d'agir resteront prisonniers de cycles d'enthousiasme suivis d'abandon. La volonté, à l'inverse, ne dépend pas de l'envie. Elle agit même lorsque l'envie est absente. Elle ne demande pas l'accord des émotions pour avancer. Décider avant de se sentir prêt est l'un des principes les plus dérangeants et les plus libérateurs de cette leçon. L'être humain cherche instinctivement la sécurité psychologique avant l'action. Il veut des garanties, des certitudes, des signes que l'effort portera ses fruits. Or, la réalité humaine fonctionne souvent à l'inverse. C'est l'action décidée qui crée progressivement la confiance, la compétence et la clarté. La volonté précède donc non seulement le succès, mais aussi la sensation de préparation. Celui qui attend de se sentir prêt reporte indéfiniment sa vie. Celui qui décide avance et se construit en marchant. Marden souligne que la volonté n'est pas un simple souhait intense. Souhaiter, même avec force, ne suffit pas. La volonté implique un engagement intérieur qui ne dépend pas des circonstances immédiates. Elle se manifeste par la constance, par la capacité à revenir chaque jour à la même décision malgré les doutes, la fatigue ou l'absence de résultats visibles. Cette persistance silencieuse est souvent invisible aux yeux des autres, mais elle constitue le socle réel de toute réussite durable. Le succès, dans cette perspective, n'est pas un coup de chance ni une récompense extérieure accordée arbitrairement. Il est l'expression visible d'une victoire intérieure déjà remportée. Avant qu'un individu ne triomphe dans le monde, il a cessé de négocier avec son propre renoncement. Il a mis fin aux excuses intérieures, aux justifications rassurantes et aux compromis avec la facilité. Cette rupture intérieure marque un point de non-retour. À partir de là, les obstacles ne sont plus des raisons d'abandon, mais des éléments du chemin. Marden insiste également sur le fait que la volonté agit comme un principe d'organisation interne. Lorsqu'elle est absente, l'énergie se disperse, les efforts sont irréguliers et les choix se contredisent. Lorsqu'elle est présente, même faiblement au départ, elle commence à structurer la pensée, le temps et les priorités. L'individu cesse de vivre dans la réaction et entre dans une dynamique de direction. Il ne subit plus entièrement les événements, il les traverse avec une intention claire. Un point central de cette leçon réside dans la compréhension que la volonté est un acte intérieur avant d'être un comportement visible. Beaucoup confondent la volonté avec l'agitation ou la dureté apparente. Or, Marden décrit une volonté souvent silencieuse, parfois même discrète, mais inébranlable.
Elle n'a pas besoin de se proclamer ni de se justifier. Elle se manifeste par la fidélité à une décision prise dans le calme, puis tenue dans la durée. La société valorise fréquemment le talent, l'intelligence ou les conditions favorables. Marden ne nie pas leur utilité, mais il affirme qu'ils restent secondaires sans volonté. Un talent sans volonté se dilue, une intelligence sans volonté se stérilise, des opportunités sans volonté sont gaspillées. À l'inverse, une volonté ferme peut compenser longtemps l'absence de conditions idéales. Elle pousse l'individu à apprendre, à s'adapter et à persévérer là où d'autres abandonnent en attendant un contexte parfait. La volonté comme acte de positionnement intérieur signifie aussi choisir qui l'on décide d'être face aux difficultés. Deux personnes peuvent rencontrer le même obstacle et en tirer des conclusions radicalement opposées. L'une y verra la preuve qu'elle doit s'arrêter, l'autre y verra une confirmation qu'elle est sur un chemin exigeant mais formateur. Cette différence ne vient pas de l'obstacle lui-même, mais de la posture intérieure adoptée. Marden affirme que cette posture se décide, elle ne se subit pas. Il est également essentiel de comprendre que la volonté ne supprime pas la peur. Beaucoup attendent que la peur disparaisse pour avancer. Or, la peur accompagne presque toujours les décisions importantes. La volonté consiste précisément à agir sans attendre la disparition de cette peur. Elle ne la combat pas frontalement, elle la dépasse en accordant plus de poids à la direction choisie qu'aux résistances intérieures. Cette capacité à avancer malgré l'inconfort distingue ceux qui progressent de ceux qui restent figés. Marden observe que la plupart des échecs ne sont pas le résultat d'une incapacité réelle, mais d'un abandon prématuré. L'individu cesse d'agir non parce qu'il ne peut plus continuer, mais parce qu'il interprète la difficulté comme un signal d'arrêt. Cette interprétation est un choix intérieur, souvent inconscient. La volonté consiste à interpréter autrement, voir la difficulté comme une étape normale, voire nécessaire, du processus de construction. Le succès, dans cette optique, devient un effet cumulatif. Chaque jour où la décision est tenue renforce la structure intérieure. Chaque effort répété, même imparfait, consolide la direction choisie. Il n'y a pas toujours de transformation spectaculaire immédiate, mais il y a une accumulation silencieuse de discipline et de cohérence. Un jour, le résultat extérieur apparaît et il semble soudain, alors qu'il est le fruit d'un long travail invisible. Marden insiste sur le danger de comparer son début au milieu ou à la fin du parcours des autres. Cette comparaison affaiblit la volonté naissante. Celui qui débute doit comprendre que la force intérieure se développe progressivement. La volonté n'est pas une qualité figée que l'on possède ou non, elle se cultive par l'usage. Chaque petite décision tenue renforce la capacité à en tenir de plus grandes. La victoire intérieure dont parle Marden ne signifie pas l'absence de chute ou de doute. Elle signifie que l'individu ne remet plus en question sa direction à chaque difficulté. Il peut ajuster ses méthodes, apprendre de ses erreurs, mais il ne renonce pas à son engagement fondamental. Cette stabilité intérieure crée une forme de calme profond, même au cœur de l'effort. On gagne d'abord intérieurement ou l'on perd d'avance. Cette idée clé résume toute la leçon. Celui qui n'a pas décidé intérieurement ne fait que tenter, essayer, tester, sans jamais s'engager pleinement. À la première résistance sérieuse, il se replie. Celui qui a gagné intérieurement peut vaciller, douter, ralentir, mais il ne renonce pas. Son énergie ne dépend plus uniquement des résultats immédiats, mais de la fidélité à sa décision. Marden voit dans cette victoire intérieure une forme de respect de soi. Décider et tenir sa décision, même imparfaitement, construit une confiance profonde. Cette confiance n'est pas de l'arrogance, elle est le sentiment tranquille de pouvoir compter sur soi-même.
Peu à peu, cette solidité intérieure se reflète dans la posture, dans la parole et dans les choix visibles. Le succès extérieur, lorsqu'il arrive, n'est alors plus une surprise totale, mais une reconnaissance logique d'un état intérieur déjà établi. Il devient une conséquence naturelle, presque inévitable, d'une direction tenue dans le temps. Et même lorsque le succès visible tarde, la personne qui a gagné intérieurement n'est pas vide. Elle a déjà acquis quelque chose de plus fondamental, la maîtrise de sa propre orientation. Ainsi, la volonté précède le succès parce qu'elle en est la cause silencieuse. Elle ne garantit pas un chemin facile, mais elle rend le chemin possible. Elle transforme l'existence d'une suite de réactions en une trajectoire consciente. Et selon Marden, c'est là la première et la plus décisive des victoires humaines. Leçon 2. Le caractère, le socle invisible de la victoire. Orison Swett Marden insiste avec force sur une vérité souvent ignorée. La volonté, si puissante soit-elle, ne suffit pas à elle seule à conduire une vie vers une victoire durable. Sans caractère, la volonté devient instable, contradictoire, parfois même destructrice. Beaucoup de personnes possèdent une énergie initiale forte, une détermination passagère, une capacité à se lancer avec intensité. Pourtant, elles échouent à maintenir leur effort dans le temps. La cause n'est pas un manque d'intelligence, ni même un déficit de volonté brute, mais l'absence d'un socle intérieur solide capable de soutenir cette volonté lorsque l'enthousiasme disparaît. Ce socle, Marden l'appelle le caractère. Le caractère est invisible aux yeux du monde, mais il détermine presque tout. Il n'est pas ce que l'on montre lorsque l'on est observé, mais ce que l'on maintient lorsque personne ne regarde. Il se révèle dans les petites décisions quotidiennes, dans la manière de respecter ses engagements, dans la fidélité à ses principes, même lorsque cela coûte. Marden considère le caractère comme une structure intérieure qui donne une direction stable à la volonté. Sans lui, la volonté se disperse, change de cap au gré des circonstances ou se laisse corrompre par la facilité. La volonté sans caractère peut produire des résultats rapides, mais rarement durables. Elle peut pousser à forcer les choses, à brûler des étapes, à chercher des raccourcis. Or, ces raccourcis, loin de renforcer l'individu, fragilisent son édifice intérieur. Chaque compromis moral affaiblit la confiance que l'on peut avoir en soi-même. Peu à peu, l'effort devient plus difficile à soutenir, non par manque d'énergie, mais parce que la cohérence intérieure s'est fissurée. Marden souligne que l'échec véritable commence souvent bien avant la chute visible. Il commence lorsque l'on accepte de trahir ses propres standards. La discipline est l'une des premières expressions concrètes du caractère. Elle ne consiste pas à se contraindre violemment, mais à instaurer une régularité volontaire dans l'effort. La discipline est la capacité à faire ce qui doit être fait, même lorsque l'envie n'est pas au rendez-vous. Elle transforme la volonté en habitude et l'habitude en force stable. Sans discipline, la volonté reste dépendante des émotions. Avec elle, l'action devient presque naturelle, intégrée à l'identité. La constance, quant à elle, est la preuve visible d'un caractère en construction. Beaucoup commencent avec ardeur, mais peu continuent avec fidélité. Marden observe que la différence entre ceux qui aboutissent et ceux qui abandonnent ne réside pas dans l'intensité du départ, mais dans la capacité à maintenir une direction sur la durée. La constance n'est pas spectaculaire, elle n'attire pas l'attention. Pourtant, elle est l'un des facteurs les plus puissants de transformation intérieure. Chaque jour où l'on persévère renforce le sentiment de solidité personnelle. L'intégrité est une autre dimension essentielle du caractère. Elle signifie l'alignement entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Lorsque cet alignement est rompu,
Une tension intérieure s'installe. Cette tension consomme une énergie considérable et affaiblit la volonté. Marden affirme que l'individu intègre avance avec une force tranquille, car il n'a pas besoin de se justifier intérieurement. Il peut concentrer son énergie sur l'effort plutôt que sur la gestion de ses contradictions. Les raccourcis séduisent parce qu'ils promettent des résultats rapides avec moins d'efforts. Pourtant, ils détruisent progressivement la force intérieure. Chaque fois que l'on contourne une exigence fondamentale, on envoie à son esprit un message dangereux, celui que l'on n'est pas capable de tenir un engagement difficile. Ce message s'imprime lentement, mais profondément. À long terme, il érode la confiance en soi et affaiblit la volonté future. Marden insiste sur le fait que le caractère se construit précisément dans le refus des facilités trompeuses. Construire un caractère qui soutient l'effort dans le temps demande une vigilance constante. Il ne s'agit pas de viser une perfection irréaliste, mais une cohérence progressive. Le caractère se forme par l'accumulation de choix justes, même modestes. Chaque fois que l'on choisit l'effort plutôt que l'excuse, la vérité plutôt que l'apparence, la constance plutôt que l'abandon, on renforce cette structure intérieure. Ce processus est lent, parfois ingrat, mais profondément transformateur. Marden met en garde contre une illusion fréquente. Croire que l'on pourra développer son caractère plus tard, une fois le succès atteint. En réalité, c'est l'inverse qui se produit. Le succès amplifie ce qui est déjà présent intérieurement. Sans caractère, le succès devient une source de déséquilibre, de peur de perdre, voire de chute morale. Avec un caractère solide, il devient un prolongement naturel de la cohérence intérieure. Ainsi, le caractère ne se construit pas après la victoire, mais bien avant. La solidité morale dont parle Marden n'est pas rigide ni dogmatique. Elle repose sur des principes clairs, mais appliqués avec discernement. Il ne s'agit pas de se juger durement à chaque erreur, mais de rester fidèle à une direction intérieure. Lorsqu'une faute est commise, le caractère ne se manifeste pas par le déni, mais par la responsabilité. Reconnaître, corriger et continuer renforce davantage la structure intérieure que la prétendue perfection. Le caractère agit également comme un stabilisateur émotionnel. Dans les moments de doute, de fatigue ou de découragement, il empêche la volonté de se dissoudre. Il rappelle à l'individu pourquoi il a commencé et sur quelle valeur repose son engagement. Cette mémoire intérieure est précieuse car elle permet de traverser les périodes de faible motivation sans renoncer à la direction choisie. Marden voit dans cette capacité une forme de maturité psychologique essentielle. Il est important de comprendre que le caractère ne se forge pas dans les moments faciles, mais dans l'adversité. Lorsque tout se déroule sans résistance, les principes ne sont pas véritablement mis à l'épreuve. Ce sont les obstacles, les tentations et les pressions qui révèlent la solidité morale réelle. Chaque difficulté devient alors une occasion de renforcer ou d'affaiblir le caractère, selon la réponse intérieure apportée. La volonté durable repose sur cette solidité morale, car elle lui donne une assise stable. Une volonté qui change de direction au gré des avantages immédiats finit par se consumer. Une volonté soutenue par le caractère, en revanche, peut traverser des périodes prolongées sans récompense visible. Elle ne dépend plus uniquement du résultat, mais de la fidélité à des principes choisis consciemment. Marden souligne aussi que le caractère influence profondément la manière dont l'individu est perçu et traité par les autres. Sans chercher l'approbation, une personne intègre inspire naturellement la confiance. Cette confiance ouvre des portes, crée des alliances et renforce les opportunités. Mais plus important encore, elle permet à l'individu de se respecter lui-même. Or, ce respect de soi est l'un des moteurs les plus puissants de la persévérance.
Il existe une relation circulaire entre volonté et caractère. La volonté, lorsqu'elle est exercée correctement, renforce le caractère. Le caractère, à son tour, stabilise et prolonge la volonté. Ensemble, ils forment une dynamique intérieure capable de soutenir de grands efforts sur de longues périodes. Sans cette alliance, l'énergie se perd ou se retourne contre celui qui la porte. Marden insiste sur le fait que personne ne naît avec un caractère pleinement formé. Il se développe par l'éducation, l'expérience et surtout par le choix conscient. Chaque individu participe activement à la construction ou à la dégradation de son propre caractère. Cette responsabilité peut sembler lourde, mais elle est aussi profondément libératrice. Elle signifie que la transformation intérieure reste toujours possible, quels que soient les débuts. Le caractère protège également contre l'orgueil et l'illusion de toute puissance. Lorsque les premiers succès apparaissent, ils rappellent les efforts consentis, les limites rencontrées et les valeurs fondatrices. Il empêche la volonté de se transformer en domination aveugle ou en recherche excessive de reconnaissance. Marden voit dans cette humilité active une condition essentielle de la réussite durable. À long terme, le caractère devient une seconde nature. Les choix justes demandent moins d'efforts car ils sont intégrés à l'identité. L'individu ne lutte plus constamment contre lui-même, il agit en accord avec ce qu'il est devenu. Cette cohérence intérieure libère une énergie considérable, autrefois gaspillée dans les conflits internes. La victoire véritable, selon Marden, ne réside pas uniquement dans les résultats extérieurs, mais dans la qualité de la personne que l'on devient en poursuivant ces résultats. Un succès obtenu au prix de l'intégrité laisse un goût amer et une fragilité profonde. Un succès soutenu par un caractère solide apporte une satisfaction durable, car il repose sur une construction intérieure authentique. Ainsi, le caractère apparaît comme le socle invisible de toute victoire réelle. Il soutient la volonté lorsque les circonstances deviennent difficiles, il empêche l'effondrement moral face aux tentations, et il donne une direction claire à l'effort sur le long terme. La volonté durable repose sur cette solidité morale, car sans elle, toute énergie finit par se dissiper. Pour Marden, construire son caractère n'est pas une option secondaire, mais une condition essentielle pour transformer la volonté en une force de vie cohérente et victorieuse. Leçon 3. La persévérance contre la fatigue et le doute. Horizon souhaite. Marden considère la persévérance comme l'expression la plus aboutie de la volonté humaine. Là où beaucoup voient la persévérance comme une simple obstination, il y voit une intelligence intérieure, une maturité de l'esprit capable de traverser la fatigue, le doute et l'absence de récompense immédiate. Cette qualité, plus que tout autre, distingue ceux qui accomplissent une œuvre durable de ceux qui s'arrêtent en chemin. La persévérance n'est pas spectaculaire, elle n'est pas bruyante, mais elle est décisive. Elle agit silencieusement là où l'enthousiasme a disparu et où la motivation ne suffit plus. La plupart des abandons surviennent juste avant le seuil décisif. Marden insiste sur ce point avec une lucidité presque dérangeante. Les êtres humains ne renoncent pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils interprètent mal les signes de la difficulté. Lorsque la résistance augmente, lorsque les progrès deviennent invisibles, l'esprit conclut trop vite que l'effort est inutile. Pourtant, ces moments correspondent souvent à la phase la plus proche de la transformation réelle. Le sol semble dur et stérile précisément parce que la racine est en train de s'enfoncer plus profondément. Le seuil décisif n'est pas un instant visible. Il ne s'annonce pas clairement. Il se situe à l'endroit exact où la majorité des individus se retirent.
Marden observe que le succès appartient rarement à ceux qui avancent rapidement, mais à ceux qui avancent encore lorsque tout semble immobile. Cette persistance, presque invisible de l'extérieur, crée une différence irréversible à long terme. Celui qui continue alors que les autres s'arrêtent finit par se retrouver seul dans l'espace de la réalisation. Le doute intérieur joue un rôle central dans ce processus. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Marden ne considère pas le doute comme un ennemi à éliminer, mais comme un test naturel de la volonté. Le doute surgit lorsque l'esprit cesse d'être porté par l'émotion et commence à se confronter à la réalité du chemin. Il pose des questions, amplifie les difficultés, met en lumière les incertitudes. Ce n'est pas le doute qui fait échouer, mais la manière dont on y répond. Chez la plupart des individus, le doute est interprété comme un signal d'arrêt. On suppose que si l'on doute, c'est que l'on s'est trompé de direction. Marden renverse cette logique. Pour lui, le doute apparaît précisément lorsque l'engagement devient sérieux. Il marque le passage d'une intention superficielle à une décision profonde. Traverser le doute, c'est accepter de continuer sans garantie émotionnelle, sans assurance immédiate. C'est là que la volonté commence à se transformer en persévérance. Continuer lorsque l'émotion disparaît est l'un des enseignements les plus exigeants de Marden. L'enthousiasme est une énergie de départ, mais il est par nature instable. Il dépend des circonstances, des encouragements, des premiers résultats. Lorsqu'il s'éteint, beaucoup interprètent cela comme une perte de vocation ou de capacité. En réalité, c'est simplement le signe que le travail réel commence. La persévérance prend le relais là où l'émotion ne peut plus soutenir l'effort. Marden explique que l'émotion est un moteur capricieux, tandis que la persévérance est une force stable. Celui qui dépend exclusivement de ses élans intérieurs devient esclave de ses humeurs. Celui qui a appris à continuer sans appui émotionnel développe une autonomie intérieure rare. Cette capacité ne se construit pas en théorie, mais dans l'expérience répétée de l'effort silencieux. Chaque fois que l'on agit malgré l'absence d'envie, on renforce cette maturité de la volonté. La fatigue est un autre facteur majeur d'abandon. Elle est souvent interprétée comme un signe d'incapacité ou de limite définitive. Marden propose une lecture radicalement différente. La fatigue n'est pas nécessairement un frein, mais un signal. Elle indique que l'organisme et l'esprit ont besoin d'un ajustement, non d'un renoncement. Confondre fatigue et impossibilité est l'une des erreurs les plus coûteuses sur le chemin de la réussite. Transformer la fatigue en signal demande une écoute fine de soi-même. Il ne s'agit pas de nier l'épuisement ni de forcer aveuglément, mais de comprendre ce que la fatigue révèle. Parfois, elle signale un manque de méthode, une dispersion de l'énergie, une absence de rythme. D'autres fois, elle indique simplement que l'effort est en train de produire une adaptation profonde. Dans ce cas, persévérer intelligemment permet de franchir un nouveau seuil de capacité. Marden insiste sur la différence entre la fatigue du corps et la fatigue de l'esprit. La première peut souvent être soulagée par le repos, l'organisation ou l'hygiène de vie. La seconde est plus subtile. Elle naît du découragement, de la répétition sans reconnaissance, de l'impression de stagner. C'est précisément cette fatigue mentale qui met la persévérance à l'épreuve. Celui qui apprend à la traverser sans se laisser envahir par la plainte développe une force intérieure rare. La persévérance n'est pas une rigidité aveugle. Elle inclut une capacité d'adaptation. Persévérer ne signifie pas répéter exactement les mêmes actions, mais maintenir une direction malgré les ajustements nécessaires. Marden souligne que beaucoup échouent, non parce qu'ils manquent de persévérance, mais parce qu'ils confondent persévérance et entêtement. La persévérance véritable est souple dans les moyens et ferme dans l'intention. Le doute,
la fatigue et l'absence de résultats immédiats forment ensemble un filtre naturel. Ils éliminent ceux qui agissent uniquement par excitation ou par désir rapide de récompense. Ce filtre n'est pas injuste, il est révélateur. Il sélectionne ceux dont la volonté est devenue suffisamment mûre pour supporter la lenteur, l'incertitude et la répétition. Marden voit dans ce processus une loi presque universelle de la réussite humaine. La maturité de la volonté se manifeste lorsque l'individu cesse de négocier constamment avec lui-même. Au début, chaque effort donne lieu à un débat intérieur. Faut-il continuer ou s'arrêter, attendre ou abandonner? Avec la persévérance, ces débats s'apaisent. La direction est déjà choisie. L'énergie mentale autrefois gaspillée dans l'hésitation est alors disponible pour l'action concrète. Cette stabilité intérieure est l'un des plus grands gains de la persévérance. Marden observe que ceux qui réussissent durablement ne sont pas nécessairement plus confiants, mais plus constants. Ils doutent parfois autant que les autres, ressentent la fatigue, traversent des périodes de découragement. La différence réside dans leur capacité à ne pas accorder au doute un pouvoir de décision. Le doute peut exister, mais il ne dirige plus. La volonté mature continue d'agir, même lorsque la clarté émotionnelle est absente. La persévérance transforme progressivement la relation que l'on entretient avec l'effort. Ce qui était perçu comme une lutte devient une discipline intégrée. L'effort cesse d'être vécu comme une contrainte extérieure et devient une expression naturelle de l'identité. À ce stade, abandonner demanderait plus d'énergie que continuer. Marden considère ce renversement comme un signe clair de maturation intérieure. Il est important de comprendre que la persévérance n'est pas un trait de caractère fixe, elle se développe par l'usage. Chaque situation où l'on choisit de continuer malgré l'inconfort renforce cette faculté. À l'inverse, chaque abandon prématuré affaiblit la confiance en sa capacité à tenir. Ainsi, la persévérance s'auto-alimente dans un sens comme dans l'autre. Marden insiste sur cette responsabilité quotidienne. La société moderne valorise souvent la rapidité, la facilité et le résultat visible. Dans ce contexte, la persévérance peut sembler archaïque, voire inutile. Pourtant, Marden montre que les lois profondes de la réussite humaine n'ont pas changé. Les grandes constructions intérieures demandent toujours du temps, de la répétition et une capacité à traverser l'ennui. Ignorer cette réalité conduit à une succession de débuts sans aboutissement. La persévérance protège également contre l'illusion de la comparaison. Beaucoup abandonnent en observant la progression apparente des autres. Ils supposent que leur propre lenteur est un signe d'échec. Marden rappelle que chaque trajectoire est unique et que la comparaison est souvent fondée sur des apparences trompeuses. La persévérance consiste aussi à rester fidèle à son propre rythme sans se laisser détourner par des standards extérieurs. Avec le temps, la persévérance forge une confiance profonde, différente de l'optimisme naïf. Cette confiance ne repose pas sur l'absence d'obstacles, mais sur la certitude intérieure que l'on peut continuer malgré eux. Elle n'a pas besoin d'être proclamée, car elle se manifeste dans la stabilité de l'action. Marden considère cette confiance comme l'un des fruits les plus précieux de la persévérance. La persévérance permet aussi de transformer les échecs partiels en enseignements. Celui qui persévère ne dramatise pas les revers. Il les intègre comme des ajustements nécessaires. Cette posture mentale réduit considérablement l'usure psychologique. Au lieu de s'effondrer à chaque difficulté, l'individu apprend à corriger, à apprendre et à avancer. La volonté mature ne cherche pas à éviter l'erreur, mais à l'utiliser. Il existe une relation profonde entre persévérance et identité. Plus on persévère, plus on se perçoit comme quelqu'un qui va au bout.
Cette image intérieure influence toutes les sphères de la vie. L'individu cesse de se définir par ses émotions passagères et commence à se définir par sa capacité à tenir dans la durée. Marden voit dans cette transformation une véritable émancipation intérieure. La persévérance est aussi une forme de respect envers soi-même. Continuer, c'est honorer la décision initiale, même lorsque l'enthousiasme a disparu. C'est reconnaître que la valeur d'un engagement ne dépend pas de l'intensité émotionnelle du moment, mais de la cohérence dans le temps. Cette fidélité intérieure crée une stabilité psychologique que peu de choses peuvent ébranler. À long terme, la persévérance simplifie la vie intérieure. Les hésitations diminuent, les excuses perdent de leur pouvoir, les peurs deviennent plus faciles à traverser, non parce qu'elles ont disparu, mais parce qu'elles ne sont plus décisives. Marden insiste sur ce point. La persévérance ne supprime pas la difficulté, elle supprime le chaos intérieur face à la difficulté. La volonté devenue mature ne cherche plus constamment la confirmation extérieure. Elle agit par fidélité à une direction choisie. Cette autonomie intérieure libère l'individu de la dépendance aux encouragements, aux applaudissements ou aux validations constantes. La persévérance devient alors une force silencieuse, presque invisible, mais extraordinairement efficace. Ainsi, la persévérance apparaît comme la forme la plus élevée de la volonté. Elle ne repose ni sur l'excitation ni sur la contrainte, mais sur une décision intérieure stable. Elle permet de traverser la fatigue sans l'idéaliser, de rencontrer le doute sans lui céder, et de continuer lorsque l'émotion s'est retirée. Pour Marden, c'est cette persévérance, patiente et lucide, qui sépare les intentions avortées des réalisations profondes. Elle est la volonté devenue mature, capable de soutenir une vie orientée vers la construction plutôt que vers l'abandon. Leçon 4. La maîtrise de soi comme avantage décisif. Horizon souhaite. Marden place la maîtrise de soi au cœur de toute victoire durable. Pour lui, la volonté ne se mesure pas seulement à la capacité de commencer ou de persévérer, mais surtout à l'aptitude à se gouverner intérieurement, là où beaucoup cherchent à conquérir le monde extérieur. Marden rappelle une loi plus exigeante et plus profonde. Celui qui ne se maîtrise pas finit toujours par être dominé, soit par ses impulsions, soit par les circonstances. La véritable supériorité ne réside pas dans la force brute, ni dans la rapidité de réaction, mais dans cette capacité calme à rester maître de ses états intérieurs. Gérer les impulsions est le premier terrain d'épreuve de la maîtrise de soi. L'être humain est traversé en permanence par des impulsions contradictoires. Agir immédiatement ou attendre, répondre ou se taire, fuir ou affronter. La plupart des échecs, selon Marden, ne viennent pas d'un manque d'intelligence ou de volonté, mais d'une impulsion mal contrôlée au mauvais moment. Une parole dite sous l'effet de la colère, une décision prise sous la peur, un abandon dicté par le découragement peuvent ruiner des années d'efforts. La peur occupe une place centrale dans cette dynamique. Marden ne nie pas son existence, mais il refuse de la sacraliser. La peur n'est pas un guide fiable, car elle amplifie les risques et minimise les ressources intérieures. Celui qui agit sous l'emprise de la peur devient prisonnier de scénarios imaginaires. La maîtrise de soi consiste non pas à supprimer la peur, mais à l'empêcher de prendre le contrôle du gouvernail. Tant que la peur décide, la volonté est absente. La colère est une autre force intérieure que Marden analyse avec lucidité. Elle donne l'illusion de la puissance, mais elle affaiblit la clarté. Une personne en colère dépense une énergie considérable sans direction précise. Elle réagit, mais ne construit pas. Marden observe que ceux qui cèdent facilement à la colère peuvent impressionner momentanément, mais ils s'épuisent rapidement. À l'inverse, la force calme agit plus lentement, mais elle avance plus loin.
La maîtrise de soi transforme l'énergie brute de la colère en détermination maîtrisée. Le découragement est souvent plus insidieux que la peur ou la colère. Il ne pousse pas à agir excessivement, mais à se retirer. Marden souligne que le découragement n'est pas un constat objectif de la réalité, mais un état intérieur temporaire. Lorsqu'il est pris pour une vérité définitive, il paralyse l'action. La maîtrise de soi permet de reconnaître le découragement sans s'y identifier. On peut être découragé sans renoncer, fatigué sans abandonner, inquiet sans fuir. Pourquoi celui qui se contrôle avance-t-il plus loin que celui qui s'agite? Parce que l'agitation disperse l'énergie, tandis que la maîtrise la concentre. L'agité réagit à tout, se laisse entraîner par chaque émotion, chaque provocation, chaque obstacle. Son énergie est réelle, mais fragmentée. Celui qui se contrôle choisit ses batailles, son rythme, ses réponses. Il ne gaspille pas sa force dans des réactions inutiles. Cette économie intérieure lui permet de durer là où d'autres s'épuisent. Marden insiste sur un point fondamental. L'histoire humaine montre que les grandes réussites sont rarement le fruit de tempéraments excessifs. Elles sont portées par des individus capables de contenir leurs émotions pour les orienter vers un objectif clair. La maîtrise de soi n'est pas une répression stérile, mais une canalisation intelligente. Comme un fleuve maîtrisé par des berges solides, l'énergie intérieure devient puissante lorsqu'elle est contenue. La volonté, dans cette perspective, agit comme un gouvernail émotionnel. Les émotions sont le vent, parfois favorable, parfois violent. Sans gouvernail, le bateau dérive ou chavire. Avec un gouvernail solide, il peut avancer même contre le vent. Marden voit dans la volonté cette capacité à orienter la vie intérieure, à décider malgré les fluctuations émotionnelles. La volonté ne nie pas l'émotion, elle la dirige. La réaction instinctive est rapide, mais souvent regrettable. Elle appartient à la part la plus primitive de l'être humain. La force calme, au contraire, demande un temps de retenue. Ce temps, même bref, permet à la conscience de reprendre sa place. Marden explique que ce moment de pause est l'un des signes les plus clairs de la maîtrise de soi. Celui qui sait attendre quelques secondes avant de répondre se donne un avantage immense sur celui qui réagit immédiatement. La société confond souvent maîtrise de soi et froideur. Marden rejette cette confusion. La maîtrise de soi n'éteint pas la sensibilité, elle la rend plus fine. Elle permet de ressentir profondément sans être submergé. L'individu maîtrisé n'est pas indifférent, il est stable. Cette stabilité inspire naturellement la confiance et le respect. Les autres perçoivent intuitivement qu'ils ont affaire à quelqu'un qui ne se laisse pas emporter. Se vaincre soi-même précède toute victoire extérieure. Cette idée traverse toute l'œuvre de Marden. Tant que l'individu est esclave de ses impulsions, il reste vulnérable. Les circonstances n'ont même pas besoin d'être hostiles pour le faire chuter, ses propres réactions suffisent. À l'inverse, celui qui a appris à se gouverner intérieurement possède une liberté que rien d'extérieur ne peut facilement lui enlever. La maîtrise de soi joue un rôle décisif dans la durée. Beaucoup peuvent fournir un effort intense sur une courte période. Peu sont capables de maintenir une ligne de conduite stable sur le long terme. La maîtrise de soi permet cette continuité. Elle protège contre les excès d'enthousiasme comme contre les abîmes du découragement. Elle maintient l'individu dans une zone d'efficacité durable. Marden observe également que la maîtrise de soi influence profondément la qualité des relations humaines. Les conflits naissent rarement des faits eux-mêmes, mais des réactions émotionnelles disproportionnées. Celui qui se maîtrise désamorce de nombreuses tensions avant qu'elles ne dégénèrent. Il n'a pas besoin de gagner chaque échange, car il vise une victoire plus large, celle de la cohérence et de la stabilité.
Dans le travail, la maîtrise de soi est un avantage stratégique. Elle permet de rester concentré malgré les distractions, de résister à la frustration des délais, de supporter la critique sans s'effondrer. Marden souligne que les individus les plus fiables ne sont pas forcément les plus brillants, mais ceux dont l'équilibre émotionnel est solide. Cette fiabilité attire les responsabilités et les opportunités. La maîtrise de soi protège également contre l'orgueil. L'orgueil est une forme d'agitation intérieure déguisée. Il pousse à prouver, à se comparer, à dominer. Marden considère l'orgueil comme un signe d'insécurité intérieure. Celui qui se maîtrise n'a pas besoin de se mettre en avant constamment. Sa force se manifeste dans la constance, non dans la démonstration. Il est essentiel de comprendre que la maîtrise de soi ne s'acquiert pas par de simples résolutions intellectuelles. Elle se développe par l'exercice quotidien. Chaque situation émotionnelle est un terrain d'entraînement. Chaque fois que l'on choisit de ne pas réagir immédiatement, de respirer avant d'agir, de différer une impulsion, on renforce ce muscle intérieur. À l'inverse, chaque capitulation affaiblit cette capacité. Marden insiste sur la responsabilité individuelle dans ce processus. Il n'existe pas de raccourci. On ne peut pas déléguer la maîtrise de soi. Elle se construit dans l'intimité des décisions invisibles, là où personne ne regarde. C'est précisément cette invisibilité qui la rend si puissante. Les grandes transformations extérieures reposent sur des victoires intérieures silencieuses. La force calme devient avec le temps une seconde nature. Ce qui demandait autrefois un effort conscient devient spontané. L'individu ne lutte plus contre ses émotions, il les traverse avec plus de fluidité. Cette aisance intérieure donne l'impression d'une force naturelle, presque innée, alors qu'elle est le fruit d'un long entraînement. Marden souligne enfin que la maîtrise de soi n'est pas une fin en soi, mais un moyen. Elle libère l'énergie nécessaire à la construction, à la création, à l'accomplissement. En cessant de se battre contre soi-même, l'individu peut enfin orienter toute sa puissance vers ses objectifs. C'est en ce sens que la maîtrise de soi devient un avantage décisif. Ainsi, se vaincre soi-même n'est pas une formule morale abstraite, mais une réalité concrète. Chaque impulsion maîtrisée, chaque peur traversée sans capitulation, chaque colère transformée en calme renforce la volonté. Et cette volonté gouvernée devient capable de soutenir des victoires extérieures durables. Pour Marden, la véritable grandeur humaine commence toujours à l'intérieur, dans cette capacité silencieuse à se diriger soi-même avant de prétendre diriger quoi que ce soit d'autre. Leçon 5. La vision claire alimente la volonté. Horizon Sweat Marden insiste sur un principe fondamental. La volonté sans direction est une énergie dispersée. Il ne suffit pas de vouloir ardemment réussir ou de désirer atteindre un objectif pour garantir la victoire. La force intérieure se nourrit d'un cadre précis, d'une cible définie, d'une vision qui éclaire chaque action. Une volonté puissante mais vague devient rapidement instable. Elle s'épuise à force de tâtonner, de réagir au hasard ou de suivre des chemins imprécis. La clarté mentale est le carburant qui transforme l'énergie brute de la volonté en action concrète et durable. Marden rappelle que voir avant d'obtenir est une règle universelle pour ceux qui aspirent au succès. Les grands hommes et femmes de l'histoire n'ont jamais été des êtres dispersés ou indécis. Ils ont d'abord construit une image intérieure claire de ce qu'ils voulaient atteindre. Cette image, parfaitement définie dans leur esprit, a orienté chaque décision, chaque effort, chaque sacrifice. Sans cette vision, la volonté s'érode à mesure que les obstacles apparaissent, que la fatigue s'installe et que l'incertitude frappe à la porte. La vision claire agit comme une boussole dans la tempête. Lorsque les circonstances extérieures deviennent chaotiques, l'esprit reste centré sur un point précis.
La clarté permet de filtrer les distractions, de dire non aux tentations éphémères et de prioriser les actions réellement efficaces. Ceux qui ne possèdent pas cette vision sont souvent prisonniers des urgences du moment et de la pression sociale. Ils avancent, certes, mais sans cohérence ni direction, multipliant les efforts inutiles et perdant leur énergie vitale. Un autre aspect crucial que Marden souligne est la relation intime entre clarté et motivation. La motivation seule est volatile et dépend souvent de l'émotion du moment. Elle peut fléchir au premier revers. La volonté alimentée par une vision claire, en revanche, reste stable. Elle s'appuie sur un objectif tangible, mesurable et précis. Même face aux difficultés, l'esprit orienté vers un but continue d'avancer, car la destination est connue et convaincante. Marden évoque également la différence entre les esprits flous et les esprits concentrés. Les premiers abandonnent facilement, non par manque de force, mais par absence de repères concrets. Ils se perdent dans un labyrinthe d'incertitudes, incapables de maintenir l'énergie sur une trajectoire stable. Les seconds, en revanche, possèdent une image mentale précise qui leur sert de phare. Chaque action, même minime, les rapproche de leur but, renforçant en retour leur confiance et leur résilience. La vision claire n'est pas un luxe pour quelques élus. Elle est accessible à tous ceux qui prennent le temps de définir leurs objectifs, de les formaliser et de les visualiser régulièrement. Marden insiste sur l'importance de la répétition et de la précision. Une volonté dirigée vers une cible vague reste inefficace, mais lorsqu'elle est alignée sur un objectif clair, elle devient irrésistible. La clarté agit comme un aimant qui attire les opportunités, filtre les obstacles et canalise la force intérieure vers le succès. Selon Marden, la volonté sans direction est comparable à un fleuve sans lit. Elle s'étale, se perd et finit par s'assécher. À l'inverse, une volonté alimentée par une vision claire trouve son chemin, contourne les rochers, traverse les vallées et finit par atteindre la mer. Chaque pensée, chaque choix, chaque effort devient cohérent et structuré, renforçant la persistance et la résilience de l'individu. Enfin, Marden souligne que la vision claire n'est pas seulement un outil stratégique, mais aussi un moteur psychologique. Elle transforme la peur, le doute et la fatigue en simples étapes sur le chemin du succès. L'esprit orienté vers un objectif précis interprète chaque défi comme un signal à ajuster sa trajectoire plutôt qu'une menace. La volonté devient alors une force autonome, capable de se maintenir malgré les distractions et les revers. Ainsi, pour Marden, la volonté et la clarté sont inséparables. La première alimente l'action, la seconde lui donne sa direction et son sens. Sans clarté, la volonté se perd. Avec elle, même les obstacles les plus redoutables deviennent surmontables. La vision claire est la lumière qui guide la volonté, transformant une énergie brute et potentiellement chaotique en puissance ciblée et durable, capable de produire des résultats extraordinaires et constants dans la vie. Leçon 6. L'échec comme forge de la volonté. Orison Swett Marden insiste sur une vérité fondamentale souvent ignorée. L'échec n'est pas une condamnation, mais un instrument de formation intérieure. Beaucoup de vies se brisent non pas sous le poids de l'adversité, mais par une interprétation erronée des revers. Marden souligne que chaque revers, chaque obstacle rencontré sur le chemin de la réussite est une opportunité unique pour affiner, tester et renforcer la volonté. L'échec, loin d'être une fin, devient une forge où le caractère se trempe, où la détermination se solidifie et où la résilience intérieure prend racine. Ceux qui comprennent cette logique ne se laissent pas écraser par les déceptions. Ils apprennent à transformer chaque perte apparente
en leçons stratégiques et psychologiques. Il est crucial de redéfinir ce que l'on entend par échec. Pour Marden, échouer ne signifie pas être inférieur, faible ou incapable. Cela signifie simplement que certaines approches, certaines actions, certains choix n'ont pas produit le résultat souhaité. L'échec devient ainsi un miroir, révélant les zones où la volonté ou la stratégie doivent être renforcées. Chaque revers offre l'opportunité d'observer ses limites, de comprendre ses réactions, de repérer les lacunes et de rectifier le tir pour l'avenir. La vraie volonté ne fuit pas l'échec, elle le scrute, l'analyse et l'intègre. Marden insiste aussi sur le fait que les grandes volontés se forment souvent dans l'adversité. Les individus qui ont surmonté des défis intenses n'ont pas seulement persévéré. Ils ont appris à naviguer dans l'inconfort, à réguler leurs émotions, à rester concentrés malgré la fatigue, le doute ou la critique extérieure. L'échec agit comme un professeur exigeant, enseignant la patience, la discipline et la maîtrise de soi. Chaque revers surmonté devient une expérience concrète qui alimente la confiance en la capacité de triompher dans les situations futures. Apprendre à perdre sans se briser est un point clé de cette philosophie. Beaucoup confondent l'échec avec la défaite totale, mais Marden montre que la défaite n'existe que si l'on abandonne. Chaque expérience négative, chaque résultat inattendu, chaque obstacle non anticipé est un test. La volonté se mesure non par l'absence de chute, mais par la capacité à se relever, à intégrer la leçon et à continuer avec plus de force et de discernement. L'échec forge la solidité intérieure, donnant à l'individu une base psychologique que le succès seul ne peut créer. Un autre aspect fondamental est la gestion des émotions liées à l'échec. La frustration, la colère, la peur ou la honte peuvent facilement transformer un revers en paralysie. Marden montre que la maîtrise de soi face à ces émotions est un marqueur de volonté solide. Chaque fois que l'on choisit d'analyser calmement un échec, plutôt que de réagir impulsivement, on renforce la capacité à affronter des défis plus grands encore. L'échec devient alors une école de patience, de réflexion stratégique et de croissance personnelle. Marden illustre également comment l'échec offre des leçons sur la résilience morale et psychologique. Les situations adverses révèlent les véritables priorités, les valeurs fondamentales et la force intérieure d'un individu. Chaque revers est une chance de tester la constance, l'intégrité et la persévérance. Ceux qui réussissent à utiliser l'échec comme guide construisent une volonté capable de résister à des pressions beaucoup plus intenses et prolongées que ceux qui n'ont jamais été confrontés à la difficulté. L'échec, lorsqu'il est interprété correctement, devient un révélateur des zones de croissance et un catalyseur de progrès. Il enseigne à rester ferme malgré l'incertitude, à ajuster ses stratégies sans perdre sa détermination, à développer une vision plus claire et à renforcer l'endurance mentale. Marden insiste sur le fait que la volonté authentique se mesure précisément dans ces moments où l'échec pourrait autrement décourager, démoraliser ou détourner de l'objectif. Enfin, Marden montre que l'échec n'est jamais un jugement définitif sur l'aptitude d'une personne à réussir. Il s'agit d'un test temporaire, un signal de correction et une occasion d'apprendre. Ceux qui savent tirer profit de ces expériences acquièrent une capacité unique. Transformer chaque revers en tremplin, chaque obstacle en enseignement et chaque difficulté en confirmation que la volonté peut surmonter toutes les résistances. L'échec forge non seulement la volonté, mais il la purifie, la clarifie et la rend plus puissante, préparant ainsi l'individu à un succès durable et authentique, fondé sur la force intérieure plutôt que sur la chance ou le hasard. Leçon 7.
la responsabilité totale de sa vie. Orison Swett Marden affirme une vérité fondamentale qui demeure trop souvent ignorée. La volonté ne se manifeste pleinement que lorsque l'individu accepte une responsabilité totale pour sa vie. Trop de personnes vivent dans l'illusion que leurs circonstances, leur environnement ou les autres déterminent leur destinée. Elles externalisent la cause de leurs échecs, attribuant leur frustration à la société, à la chance, à l'éducation ou à des figures d'autorité. Marden insiste, tant que l'on blâme le monde extérieur, la volonté reste endormie, incapable de se déployer de manière consciente et constructive. La véritable force intérieure ne naît pas du reproche, elle naît de la reconnaissance que nous sommes les architectes de nos choix et de nos résultats. Cesser d'accuser les circonstances est le premier pas vers cette responsabilité. Chaque situation, qu'elle soit favorable ou défavorable, contient un enseignement, un levier ou une opportunité. Ceux qui comprennent cela voient dans les obstacles non pas une fin, mais un point de départ pour exercer leur pouvoir intérieur. Marden met en lumière que l'acceptation de cette responsabilité transforme la perception même de la vie. Le chaos devient structuré, les défis deviennent des terrains d'entraînement et les revers deviennent des occasions d'affiner sa maîtrise personnelle. La volonté se renforce à chaque décision consciente, à chaque acte où l'on choisit d'agir plutôt que de subir. La volonté comme acte d'acceptation du pouvoir personnel est centrale. Il ne suffit pas de désirer le succès ou de rêver à des conditions meilleures. Il faut reconnaître que toute amélioration commence par soi-même. L'individu responsable comprend que chaque pensée, chaque parole et chaque action contribuent à la construction de son avenir. Marden explique que cette acceptation libère une énergie intérieure puissante, car elle retire le poids de l'excuse et de la plainte. Celui qui assume pleinement sa vie n'attend plus la permission, la validation ou la chance. Il devient l'initiateur, le moteur et le régulateur de sa propre destinée. Reprendre la souveraineté sur ses choix implique également de comprendre l'impact des décisions quotidiennes, même celles qui paraissent insignifiantes. La cohérence et la constance sont des expressions concrètes de la responsabilité. Chaque choix aligné avec une volonté claire et ferme renforce le caractère et crée un effet cumulatif dans le temps. Marden souligne que la force de caractère se construit par ces micro-décisions, souvent invisibles pour les autres, mais déterminantes pour la trajectoire de la vie. La volonté se nourrit de cette maîtrise et de cette discipline intérieure qui sépare ceux qui réussissent durablement de ceux qui échouent malgré leurs talents apparents. Marden insiste sur le danger de rester dans le rôle de victime intérieure. Les individus qui s'accrochent à l'idée que le monde est injuste ou que les autres sont responsables de leurs échecs restent prisonniers de leur impuissance. Leur volonté s'amenuise, car elle est diluée par la passivité et le blâme. La véritable liberté et la force viennent quand on cesse de chercher des coupables et qu'on accepte de devenir le pilote de sa vie. C'est ce mouvement vers la souveraineté personnelle qui déclenche le potentiel latent et permet de transformer les intentions en actions concrètes. La volonté commence exactement quand l'excuse s'arrête. Ce principe fondamental est au cœur de toute philosophie du succès durable. Marden démontre que chaque excuse repousse l'action et érode la puissance intérieure. À l'inverse, l'abandon de l'excuse active la responsabilité, libère l'énergie et permet de faire face aux défis avec calme et détermination. Celui qui assume sa vie prend le contrôle de son mental, de ses émotions et de ses comportements et par conséquent de son destin. Enfin, cette leçon montre que la responsabilité totale n'est pas une simple idée morale, mais un outil pratique et stratégique.
Elle transforme la manière dont chaque individu interagit avec son environnement, prend des décisions et surmonte les difficultés. La volonté devient alors une force réelle, tangible et opérationnelle, capable de créer des résultats durables, car elle ne dépend plus du hasard ni des circonstances. Marden conclut que la souveraineté sur ses choix est le socle de toute réussite véritable, et que celui qui embrasse pleinement cette responsabilité possède un pouvoir intérieur que rien ni personne ne peut lui enlever. Leçon 8. L'habitude comme allié ou ennemi. L'habitude est l'extension naturelle de la volonté, le pont qui transforme la décision consciente en action répétée et stable. La volonté pure, isolée, ne peut pas lutter indéfiniment contre les forces extérieures ou contre l'attrait du confort et de la procrastination. Chaque individu, peu importe son talent ou son ambition, finit par faiblir si ses actions dépendent uniquement de la force du moment. C'est ici que l'habitude entre en jeu. Elle crée un rythme invisible, un chemin tracé pour l'esprit et le corps, réduisant le besoin constant de décider et d'user d'énergie mentale pour persister dans l'effort. Une habitude bien choisie consolide la volonté et la rend durable. Le mécanisme est simple mais puissant. Répéter une action, même modeste, quotidiennement, forge un circuit intérieur où la discipline devient presque automatique. La constance n'est plus un combat, mais une seconde nature. À l'inverse, les habitudes néfastes deviennent des ennemis invisibles qui minent la volonté, détournent l'énergie et sabotent les projets à long terme. La différence entre une vie guidée par la réussite et une vie de renoncement se joue dans la qualité de ses répétitions. Ceux qui comprennent cette dynamique savent que la victoire n'est pas seulement dans l'effort ponctuel, mais dans la structure invisible des jours, semaines et années accumulées. Créer des habitudes favorables nécessite d'abord une conscience aiguë de ce que l'on nourrit mentalement et physiquement. L'habitude n'est pas le hasard, elle est l'expression fidèle de l'intention quotidienne. Même la plus grande force de volonté s'épuise face à des choix mal alignés ou à des routines destructrices. Chaque geste, chaque rituel, chaque action répétée façonne l'esprit et le caractère. C'est en automatisant les comportements qui soutiennent ses objectifs que l'individu libère son énergie pour des décisions stratégiques plutôt que pour des combats incessants contre la paresse ou la distraction. L'habitude transforme aussi la perception de l'effort. Ce qui au début semble difficile devient progressivement naturel. L'esprit ne débat plus à chaque instant. Il agit selon une orientation préétablie, renforcée par la répétition. Cette stabilité permet de traverser les moments de fatigue, de doute ou de découragement sans perdre le cap. L'habitude agit comme un moteur silencieux qui propulse la volonté au-delà des crises passagères et des résistances temporaires. La discipline devient non pas une contrainte, mais un état naturel. Il est crucial de comprendre que toutes les habitudes ne sont pas bénéfiques. Les routines passives, les comportements impulsifs ou les choix inconscients créent des schémas qui dirigent la vie vers l'échec ou l'insatisfaction. L'ignorance de ces forces invisibles est la cause de beaucoup de renoncements et de frustrations. Ainsi, la responsabilité personnelle s'étend à l'observation, à la sélection et à la structuration de ses habitudes. Chaque individu peut transformer son quotidien en laboratoire, où la volonté se consolide et se renforce. L'idée centrale est simple, la volonté devient stable lorsqu'elle est appuyée par l'habitude. Sans cela, même le plus déterminé finit par céder. Mais avec des habitudes soigneusement choisies, chaque jour devient une victoire invisible, chaque action répétée construit un terrain solide pour la réussite. La force de caractère ne dépend pas seulement du courage momentané, mais de l'intelligence à construire des routines qui soutiennent et prolongent l'effort. La vraie puissance de l'esprit ne réside pas dans l'explosion ponctuelle de motivation,
mais dans la constance silencieuse et persistante des gestes qui deviennent naturels et inébranlables. L'habitude et la volonté rendues stables, l'assurance d'un chemin continu vers le succès durable. Leçon 9. La volonté dans la vie quotidienne. La véritable force de la volonté ne se manifeste pas seulement dans les moments spectaculaires ou lors des grandes épreuves, mais dans le tissu ordinaire de chaque journée. Chaque action, même minime, est un test silencieux de détermination. Les décisions banales, se lever malgré la fatigue, choisir le travail plutôt que la distraction, répondre avec patience plutôt qu'avec impulsivité, sont les terrains réels où la volonté se forge et se révèle. Ces choix répétés définissent plus profondément le caractère qu'un exploit isolé ou un succès éclatant. La constance discrète est la véritable puissance, celle qui bâtit une vie solide et cohérente, capable de soutenir des ambitions durables. Le travail quotidien offre un cadre parfait pour exercer la volonté. Accomplir ses tâches avec rigueur, même lorsqu'aucun regard extérieur ne valorise l'effort, est un acte de souveraineté intérieure. La volonté n'attend pas les circonstances idéales ni les encouragements externes. Elle se pratique dans l'ordinaire. Chaque heure consacrée à un objectif, chaque effort maintenu malgré l'inconfort ou la lassitude, devient une pierre posée sur l'édifice de la discipline. L'excellence quotidienne ne se mesure pas par des accomplissements spectaculaires, mais par la répétition cohérente de comportements alignés sur ses valeurs et ses buts. Les relations humaines constituent un autre champ où la volonté se révèle. Maintenir patience, empathie et respect, même face à l'irritation ou à l'incompréhension, demande un contrôle et une force intérieure continue. La volonté ici ne consiste pas à dominer l'autre, mais à dominer ses propres réactions et à choisir consciemment des réponses qui nourrissent la relation plutôt que l'émotion du moment. La constance dans l'attention portée aux autres, dans le respect de ses engagements et dans la gestion de ses impulsions est souvent invisible, mais elle crée une influence durable et un climat de confiance. La santé et le corps sont également des terrains de manifestation de la volonté. Choisir l'effort physique, résister aux excès, maintenir des habitudes alimentaires saines et persister dans une routine de soins personnels reflètent l'application concrète de la discipline intérieure. Chaque petite victoire sur la paresse ou la tentation est un rappel que la volonté se vit au quotidien et non seulement dans les décisions dramatiques. Les effets cumulés de ces choix mineurs finissent par transformer le corps, l'énergie et l'état d'esprit, consolidant l'individu dans sa capacité à tenir ses engagements, même face à l'adversité. Les décisions ordinaires, pourtant, sont souvent négligées. Beaucoup attendent un grand moment pour se surpasser, pensant que la volonté se manifeste dans l'extraordinaire. Or, c'est dans les gestes réguliers, les choix simples mais conscients, que la victoire intérieure se construit. Chaque jour offre des occasions infinies de pratiquer la constance et de renforcer le caractère. La discipline appliquée à l'ordinaire façonne la résilience, prépare à l'imprévu et permet de réagir avec clarté et sang-froid lorsque survient un véritable test. Ce principe s'étend à toutes les sphères de la vie. Dans le travail, la volonté se mesure à la rigueur des routines et à la qualité constante des actions. Dans les relations, elle se manifeste par la fidélité aux principes et à l'attention portée aux autres. Dans la santé, elle se traduit par la persévérance dans les soins du corps et de l'esprit. Chaque victoire quotidienne, même invisible, nourrit la confiance et le courage nécessaires pour affronter les obstacles plus grands. La volonté dans l'ordinaire est donc le socle sur lequel reposent les exploits visibles. Ceux-ci n'émergent jamais sans l'entraînement silencieux et continu des petites décisions. La vraie puissance n'est pas dans l'exceptionnel,
mais dans l'application systématique et répétée des principes de la volonté à la vie quotidienne. Ignorer l'ordinaire, c'est laisser passer des centaines d'opportunités de s'affirmer intérieurement. Observer, choisir et agir avec constance dans les situations banales prépare l'esprit à la grandeur. La discipline quotidienne, bien plus que le talent ou le hasard, détermine la trajectoire de la vie. Le succès extérieur n'est qu'une conséquence de cette victoire invisible. Ainsi, la volonté ne se mesure pas seulement dans ce que l'on accomplit en un instant, mais dans la constance avec laquelle on s'impose des actions alignées avec ses valeurs jour après jour, sans attendre le moment idéal ni l'excitation des grandes occasions. L'ordinaire devient alors extraordinaire parce qu'il est la scène où la volonté s'exerce réellement, silencieusement mais puissamment. Chaque petite victoire quotidienne, cumulée sur le temps, constitue l'architecture intérieure de la réussite durable. Leçon 10. La volonté comme héritage intérieur. La véritable grandeur de la volonté ne se limite pas à ce qu'elle permet de réaliser dans l'immédiat. Elle se mesure aussi à ce qu'elle laisse derrière elle, comme un écho silencieux qui traverse le temps. Chaque action, chaque décision volontaire, chaque exemple de maîtrise et de constance devient un enseignement implicite pour ceux qui observent et partagent notre vie. La volonté ne se transmet pas comme un objet matériel, elle ne s'achète ni ne s'offre, elle se vit et s'incarne. Et ce que nous laissons à travers notre comportement a le pouvoir de façonner l'esprit des autres, bien après que nous ayons quitté la scène. Former des individus solides, capables de se tenir face aux épreuves et de faire preuve de persévérance, est le véritable héritage qu'une personne peut offrir. L'influence silencieuse d'une vie disciplinée est souvent plus durable que les discours, les conseils ou les enseignements explicites. Quand quelqu'un observe régulièrement la manière dont nous affrontons la fatigue, la déception ou l'échec, il intègre inconsciemment les principes qui gouvernent notre volonté. L'exemple devient ainsi un guide invisible. Il enseigne par imitation et inspiration plutôt que par contrainte. Une vie marquée par la discipline, la clarté et l'intégrité créent un modèle auquel les autres peuvent se référer sans que nous ayons besoin de l'imposer. Cette transmission par l'exemple est la forme la plus authentique de partage, car elle touche directement le caractère, les attitudes et l'âme des individus. Bâtir cette force intérieure demande une attention constante. Il ne suffit pas de réussir pour inspirer. Il faut que la réussite soit accompagnée de cohérence et de constance. Les grandes réalisations peuvent éblouir, mais seules les vies qui reflètent une volonté cohérente jour après jour marquent profondément ceux qui nous entourent. La volonté devient ainsi un héritage immatériel. Elle façonne le comportement des autres, influence les décisions, inspire des choix courageux et forge des caractères solides. C'est un patrimoine invisible mais durable, plus puissant que n'importe quelle richesse matérielle ou reconnaissance sociale. Les familles, les enseignants, les mentors et les leaders ont un rôle particulier dans la transmission de cette force. En incarnant la discipline, la patience, la persévérance et la clarté d'objectif, ils montrent que la réussite durable ne se mesure pas seulement aux résultats visibles, mais à la solidité intérieure qui soutient ces résultats. Chaque acte volontaire, chaque démonstration de courage ou de maîtrise de soi devient une leçon silencieuse pour ceux qui les observent. La volonté ainsi transmise inspire, façonne et crée des individus capables de maintenir leur cap malgré l'adversité. Cette transmission ne se limite pas aux relations directes. Les œuvres, les écrits, les projets et les choix de vie eux-mêmes deviennent des vecteurs de la volonté. La manière dont nous gérons nos ressources, nos ambitions et nos échecs enseignent aux autres comment se tenir debout face aux défis.
Les grandes vies sont celles qui, par l'exemple, multiplient la volonté en inspirant non seulement leurs contemporains, mais aussi les générations futures. Ce que nous construisons intérieurement devient un guide silencieux, capable de générer plus de résultats et de valeur que tout effort matériel. La volonté, exercée dans la constance et la clarté, forge non seulement le succès individuel, mais aussi la capacité de créer des êtres complets, équilibrés et déterminés. Les résultats matériels, les honneurs ou la reconnaissance sont des conséquences secondaires de cette maîtrise intérieure. L'héritage réel réside dans les êtres que nous influençons, dans les caractères que nous aidons à construire, dans la force intérieure que nous transmettons par nos choix, nos actions et notre présence constante. En fin de compte, la volonté construit plus que des résultats. Elle construit des êtres, des vies solides et inspirantes qui poursuivent, à leur tour, l'œuvre silencieuse de la force morale et du courage personnel. Ainsi, chaque acte volontaire, chaque décision consciente, chaque démonstration de persévérance devient une pierre de l'édifice que nous laissons aux autres. La volonté n'est pas seulement un instrument pour gagner ou accomplir, elle est un héritage vivant, un message silencieux et durable. Ceux qui comprennent cette dynamique savent que la vraie richesse ne se mesure pas aux possessions, mais à la capacité d'inspirer et de former par l'exemple des individus capables de maintenir leur propre force intérieure. La volonté de gagner n'est pas un simple outil pour atteindre des résultats ou accumuler des succès visibles. C'est un art de vivre, une discipline intérieure qui structure la vie et façonne le caractère. Tout au long de ce livre, nous avons vu que le vrai succès ne naît pas du hasard, ni de la force brute, ni même du talent seul. Il naît de la constance de la volonté, de la fidélité à ses principes et de la capacité à se tenir debout face aux épreuves. Gagner, dans cette perspective, n'est jamais écraser les autres ou dominer par la contrainte. C'est se tenir droit, affirmer sa direction intérieure et rester fidèle à ses engagements envers soi-même. La victoire se mesure alors non seulement par ce que l'on obtient, mais par la solidité intérieure qui accompagne chaque pas. Comprendre la volonté comme une force vivante et mobilisatrice transforme notre approche de la vie quotidienne. Chaque choix, chaque action, chaque effort devient un acte conscient qui nourrit cette volonté. On réalise alors que l'attente de la chance ou de circonstances favorables est vaine. Celui qui cultive sa volonté se prépare, il se renforce, il se conditionne à réussir indépendamment du contexte extérieur. Les petites décisions, répétées avec constance, construisent une architecture intérieure capable de soutenir des victoires durables et profondes. La volonté devient ainsi une source d'autonomie. Elle libère de l'inertie, de l'indécision et du renoncement. La fidélité à soi-même, cœur de la victoire véritable, impose aussi une vision claire de ses objectifs et une maîtrise de ses impulsions. Se contrôler, se concentrer sur ce qui est essentiel, persévérer malgré les doutes ou la fatigue, c'est donner à sa volonté la force de modeler la vie. Chaque défi devient alors un tremplin pour l'affermir, chaque échec une leçon pour renforcer le caractère. Ce n'est pas un parcours linéaire, mais une ascension constante vers un soi plus fort et plus lucide. La volonté est une discipline qui, lorsqu'elle est entretenue, transforme l'existence en une œuvre consciente où chaque pas a du sens et chaque effort est investi dans la construction d'une vie durable et digne. Enfin, la véritable essence de la volonté de gagner réside dans son pouvoir silencieux et universel. Elle ne se contente pas de produire des résultats tangibles, elle influence l'esprit, inspire ceux qui nous entourent et crée un modèle vivant de courage et de persévérance. Elle enseigne que la vie ne se subit pas, qu'elle se façonne, qu'elle se vit avec intention et détermination. Cultiver sa volonté, c'est devenir prêt
toujours, pour saisir l'opportunité quand elle se présente. C'est cesser d'attendre la chance et devenir l'architecte de sa propre réussite. Ainsi, celui qui comprend et exerce sa volonté ne se limite pas à remporter des victoires ponctuelles. Il élève sa vie entière, forge son caractère et bâtit un héritage de force intérieure et de constance. La volonté de gagner devient alors plus qu'un objectif, elle devient un art de vivre, une manière d'être fidèle à soi-même et à sa propre grandeur. Celui qui cultive sa volonté n'attend plus la chance, il devient prêt.